Bonjour tout le monde, membres des médias, merci de vous être déplacés pour cette conférence de presse concernant l'accord Canada-Québec sur les dépendances et l'usage de substances psychoactives. Prendront la parole aujourd'hui la ministre Yara Sachs, ensuite le ministre Lionel Carman, suivi de Mme Soraya Martinez, et ensuite M. Montreuil de l'organisme L'Anonyme. Donc, vous avez l'autobus derrière vous qui prendra la parole. Ce sera suivi d'une période de questions animée par moi-même. On sera sur le sujet du jour pour la période de questions. Une belle annonce aujourd'hui. Ensuite, il y aura mail et presse pour évacuer tout autre sujet. Et par la suite, je vous invite à rester. Il y aura une visite de l'autobus avec des employés de l'Anonyme qui vont être en mesure de répondre à vos questions, d'expliquer un petit peu à quoi serviront les sommes annoncées aujourd'hui concrètement pour aider les gens plus vulnérables. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Mme Yara Sachs. Mme Sachs, merci beaucoup. Bon matin. Good morning, everyone. Thank you for the warm introduction. Ministre Carman, merci pour l'invitation, pour la collaboration aujourd'hui. Et aussi mon ami, le député, le ministre Soraya Martinez-Ferrada. Je tiens à souligner que le territoire sur lequel nous sommes réunis est le territoire traditionnel de Gayenaga, un endroit qui sert depuis longtemps de lieu de rencontre et d'échange entre de nombreuses Premières Nations. Land acknowledgements are important. We are in a journey of healing together. And when we make announcements like we are today, this is a collective effort in ensuring that we are healing our communities. I'm so happy to be here today with my friend and colleague, Minister Martinez-Ferrada, as well as my counterpart, and I will say friend, Minister Lionel Carman. Aussi a merci to our host, L'Anonyme, for their warm welcome and for the amazing best that we'll be seeing shortly. And thank you for everything you are doing to support the health and well-being of this community and so many communities in the area. Over the past year, I've had the privilege of traveling across the country and meeting outstanding people and organizations just like this one, who are doing life-saving work on the front lines of the overdose crisis. And if I can say, you are doing the work of not looking away, not turning away from those who need us most in their moment of crisis. That work takes heart, it takes compassion, it takes dedication, and it takes us all really the bravery to know how we stand up for this moment. So really, thank you. Le travail vital que vous accomplissez chaque jour est essentiel pour maintenir les gens en vie et les mettre en contact avec des soins. Je tiens à vous en remercier. Really and truly, thank you. We are committed to working with all of you as our partners as you work to provide compassionate health care. And it is health care, let me be unequivocally clear about that, for people who use substances. We are taking a collaborative, holistic, and comprehensive approach to substance use, one that is informed by evidence, by science, by healthcare experts, and by all of you with lived and living experience who are in the field every day, understanding what people need. Why? Because we know this is the approach that works. Because we know that when we offer a full range of supports, from prevention to harm reduction to treatment and recovery, we are truly able to save lives. When it comes to the overdose crisis, we need to use every single tool at our disposal to provide support to people who are suffering and to protect our communities. And I want to talk about what it means to not look away. It is absolutely shameful that the leader of the Conservative Party, Pierre Poilievre, continues to use the most vulnerable people in our communities as props in videos, in polarizing statements to the media and to communities across the country. He is leveraging their suffering to his political gain, or his political game, I will say, rather than meeting people where they are with compassion, with a focus on what matters most in getting loved ones and members of our communities
to the care and, yes, to the health care and support that they need. People who use substances and struggle with addiction deserve our compassion, they deserve our support, and I will say they deserve dignity. I expect nothing less in the work that we do, and I am so grateful to have the province of Quebec and Minister Carmon working with us shoulder to shoulder in saving lives. Because we know we can't do this work alone from coast to coast to coast. No one can do this work alone. We need to work together to ensure that people who use substances get the supports that they need when they need them, which is exactly why we are here today. Since 2015, we have supported close to 400 projects through SUAP, the Substance Use and Addiction Program, that are making a real difference in countless lives across the country. Through the program, we are providing time-limited funding for projects that can help prevent substance use, reduce harms, and provide treatment services across Canada. The Government of Canada and the Province of Quebec signed a new agreement that helps ensure that the people of Quebec have access to a full range of addiction services. This is an $86.8 million agreement, and it flows to the province's Programme sur l'usage et la dépendance aux substances, because we know this is where it's needed. This funding goes toward innovative projects by organizations who work with people at risk for overdose. And again, we are doing this to save lives, to bring people to a place of healing and wholeness. This agreement is slated to continue until March 31st, 2026, because we are in this together for the long haul. The toxic drug overdose crisis is complex, and there are no one-size-fits-all solutions. We need to approach this problem from all sides using every tool that we have in our toolbox, and we need to work together with purpose to get the results that Quebecers deserve. We will continue to work with provinces and territories, including the province of Quebec, to support Canadians and Quebecers in the face of this crisis. This means working to protect public health and maintain public safety. They do go hand in hand. It also means providing harm reduction services for those who need them, as well as treatment and recovery for those who are ready. Ensemble, nous continuerons à faire tomber les barrières qui empêchent les gens d'obtenir l'aide dont ils ont besoin, parce qu'en rencontrant les gens là où ils sont, nous sauverons des vies et protégerons nos communautés. We are saving lives and protecting communities. Thank you. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Yara. Pleasure working with you. Merci d'être ici, Robert, représentant de la Ville de Montréal, M. Robert Baudry, Jonathan Brière, PDG à Lucius, de l'Est de l'île, merci d'être là. M. Montreuil, de l'Anonyme, merci beaucoup d'être là. Yara et Mme Fernandez, également Fernandez, merci d'être là aussi. Ferrada, Martinez Ferrada, excusez-moi. Soraya, d'accord. Ça va être plus facile pour moi, merci. Thank you for being here, both ministers, actually. C'est une annonce très importante pour moi. Je suis extrêmement heureux, puis je vais vous expliquer un peu pourquoi. Depuis notre arrivée au gouvernement, le programme PODS était présent, mais le programme PODS se déployait sur 2 années à la fois. En fait, on est ensemble jusqu'en 2028 avec cette signature-là. On travaillait ensemble sur 2 années à la fois, et ça faisait que toutes les sommes étaient dépensées pour aller vers la recherche sur l'usage des drogues et sur la dépendance, car un investissement sur des si petites périodes limitait la capacité d'ajouter des ressources humaines sur le terrain. J'ai contacté Mme Sachs et on a discuté ensemble de la possibilité de prolonger l'entente, et ce qui nous permettrait d'avoir des projets cliniques inclus dans cette entente-là. Et on est parvenu à une superbe entente qui va, comme elle l'a dit, nous permettre de déployer les sommes sur une période de 4 ans. Donc 4 ans qui va permettre d'avoir des programmes de recherche clinique, incluant, comme on va voir avec l'Anonyme aujourd'hui, des programmes qui sont menés par des organismes communautaires. C'est vraiment une grande avancée.
Donc, j'ai le bonheur de vous annoncer que parmi les sommes investies cette année, 25% iront à la partie PODS connaissances pour la recherche, mais 75% iront pour consolider nos équipes en toxicomanie et en dépendance partout au Québec. 76 des 96 projets seront des projets cliniques et certains, comme je vous dis, seront portés par des organismes communautaires comme l'Anonyme. Je pense qu'on peut dire juste une chose, c'est bravo. C'est vraiment un bel exemple de comment on peut unir nos forces pour travailler pour les gens et, comme on le dit dans le domaine de la dépendance et de la toxicomanie, sauver des vies. Puis pourquoi c'est si important? Ben, vous savez, les drogues qui circulent dans la rue sont de plus en plus toxiques, de plus en plus chimiques, de plus en plus imprévisibles. Moi, ce que je dis à tout le monde, c'est essayer des nouvelles substances, c'est mettre sa vie en danger. Ça, il faut qu'on le comprenne, tout le monde au Québec. Des substances comme le fentanyl et ses analogues, puissamment toxiques, sont responsables d'une hausse alarmante des surdoses et des décès. Mais de l'autre côté, des stimulants comme le crystal meth et ses analogues entraînent des hauts taux de dépendance et des comportements extrêmement agressifs qui causent toutes les problématiques que l'on voit dans nos rues. Pire encore, alors que je visitais Cactus, on m'a expliqué que plusieurs de nos citoyens consomment les deux. Fentanyl, puis une dose de cristal meth par la suite pour se réveiller. Donc les effets sont terribles et il faut casser ce cycle-là. Comment on peut le faire? Ben, c'est en rehaussant les services partout au Québec et en rendant ces services accessibles à tous. Puis je vais vous expliquer un petit peu le plan de match par la suite. Donc je salue grandement cet investissement de 86,8 millions de dollars du gouvernement fédéral pour rehausser nos interventions en matière de lutte aux dépendances, prévention des surdoses et des risques liés à la consommation. Puis pour vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire avec cet argent-là, je vais vous donner 3 exemples. Par exemple, en Outaouais, il n'y avait pas ce qu'on appelle des urgences dépendance. Puis même à Montréal, l'urgence dépendance est sous-utilisée. Souvent, les patients sont envoyés vers les grands centres hospitaliers et par la suite, ils sont remis à la rue. Les centres de dépendance, les centres de réadaptation en dépendance qui ont des urgences dépendance peuvent prendre en charge ces patients-là et les suivre pour une beaucoup plus longue période. Donc, l'Outaouais va se doter d'un centre d'urgence dépendance qui va lui permettre de mieux prendre en charge ses patients. En Montérégie, ce qu'ils ont décidé d'investir l'argent, comme parlait le ministre Sachs, c'est sur la première ligne. Donc, ils vont développer une équipe dépendance avec médecine de rue. Je vous ai parlé il y a quelques semaines du programme PRISM pour la santé mentale. Ben ça, c'est un petit peu la même chose pour la toxicomanie. Donc, intervenir dans les milieux où se trouvent les gens, les toxicomanes, avec des équipes médicales pour les soutenir à plus long terme que les services qu'ils peuvent recevoir quand ils ont juste une consultation pour aller à un CLSC, par exemple. Donc, avec cette clientèle vulnérable, il faut aller vers eux, déployer les services dans la communauté. Et évidemment, le merveilleux projet de l'Anonyme, qui vient offrir des services 24/7 avec leur véhicule mobile pour des services de proximité et ce qu'on a confirmé ce matin, des services de proximité sur appel. Ça, c'est super important. On me disait que ça existait déjà, mais la possibilité de l'avoir avec un véhicule indépendant 24/7, ça va permettre aux gens de, même à domicile, contacter l'organisme et obtenir des services. On en parle encore trop peu, mais la plupart des gens qui décèdent de surdose décèdent à domicile. Ça, il faut le savoir et il faut le dire pour qu'on évite ce type de tragédie-là. Donc, ces projets vont nous servir de base pour pouvoir mettre en place, j'en ai parlé la semaine dernière, des parcours de soins adaptés et personnalisés pour les gens qui ont des problèmes de toxicomanie. Souvent, les services sont offerts en silo actuellement, où on envoie les gens vers soit l'urgence, ou soit vers une ressource d'hébergement en dépendance, et par la suite, il n'y a pas de suivi. Nous, ce qu'on veut, c'est faire comme la santé mentale, et avoir un suivi personnalisé. Donc, que tous ces organismes-là, communautaires et du réseau, puissent travailler ensemble, et que d'un point de service à l'autre, les trajectoires sont bien déterminées et soutenues par des accompagnateurs. Donc, en terminant, j'aimerais encore une fois remercier Yara et Soraya pour leur contribution majeure au développement de nos ressources. Et merci également à tous les gens du réseau, tous les intervenants qui travaillent avec une clientèle qui est très difficile et à tous nos organismes communautaires également qui sont sur le terrain avec nos plus vulnérables. Merci, bonne journée tout le monde. Sur ce, je passe la parole à la ministre et députée fédérale,
Soraya Martinez Ferrada. Merci et bonne journée. Merci. Les gens ils rient souvent parce qu'ils savent mon prénom, mais pas souvent mon nom de famille, ce qui est d'après moi une bonne chose. Alors, bonjour tout le monde. Salutations. Vraiment très contente de vous retrouver dans ma chère ville et l'Est de Montréal. Et bon, on n'est pas tout à fait dans mon comté. On est juste à côté. Mais comme les gens de l'Est savent très bien, Hochelaga, Maisonneuve est vraiment au cœur de l'Est de Montréal. Merci à l'Anonyme. Merci Julien. Merci à toute ton équipe. Comme le disait Yara, vous faites un travail extraordinaire. Vous avez le courage d'être à tous les jours sur le terrain, en première ligne, puis ça serait pas pour votre travail, il y aurait encore plus de gens qui perdraient leur vie. Alors merci pour le courage que vous avez à tous les jours. Merci Martin à Dopamine d'être ici aussi parmi nous. C'est vraiment aussi, toi aussi, un travail extraordinaire que vous faites à tous les jours au cœur de Hochelaga, mais aussi de la grande ville de Montréal. Et sans votre travail acharné à tous les jours et courageux, il y aurait énormément de gens qui perdraient leur vie encore plus. L'autobus que vous avez derrière moi a été inauguré très récemment, je me souviens bien. Oui, voilà. Et parcourt non seulement, oui, le quartier, mais toute la ville de Montréal. Puis offre un accompagnement psychosocial, un équipement, un espace de consommation qui est sécurisé. Comme le disait Lionel tout à l'heure, ce qui est important actuellement, c'est de comprendre la crise qu'on vit, et non seulement une crise de toxicomanie, oui, une crise de santé, mais aussi une crise de drogues toxiques. Et de plus en plus, ces drogues deviennent de plus en plus vraiment dangereuses pour la vie des gens. Il faut qu'on soit là pour, comme disait mon ami Yara et collègue, être où ce que les gens sont, les accueillir avec dignité, avec compassion et avec des outils de santé mentale, de santé physique, de santé tout court. Et je pense qu'on a beaucoup de travail à faire devant vous. Alors, on est très fiers comme gouvernement de s'associer au gouvernement du Québec, de pouvoir annoncer à l'Anonyme un montant de 2,5 millions de dollars qui va les aider à distribuer du matériel de protection et de consommation dans des quartiers éloignés et même la nuit. Comme je disais à Julien tout à l'heure, je me souviens quand j'ai moi-même participé, fait le tour de l'Anonyme, il y a 20 ans déjà quand j'étais à Saint-Michel. Vous étiez déjà à l'époque extrêmement présent. Alors, ce financement témoigne de l'engagement qu'on a avec vous, mais de l'engagement aussi de la reconnaissance que vous avez au niveau du travail que vous faites sur le terrain. Dopamine aussi, très fier de pouvoir annoncer que Dopamine va avoir un montant de 1 million pour le projet Dopacadémie. Il faut le pratiquer, hein, celle-là, Martin. Qui va former, en fait, des pères aidants pour promouvoir la santé, mais prévenir les surdoses. Alors, vraiment, un travail extrêmement important. On annonce également un montant de 600 000 pour le Centre de référence du Grand Montréal qui fera la prévention de surdose avec une attention particulière pour les consommateurs qui sont isolés. En fait, comment on peut rejoindre les gens qui sont, en fait, pas dans notre radar. Comme disait Yara puis Lionel, il faut absolument utiliser tous les outils. C'est une situation, une crise complexe qui demande énormément d'outils, puis apporter un soutien effectivement à tous les gens, où ils sont. Je veux juste conclure sur une chose. C'est sûr, Yara a fait référence à d'autres partis politiques, dont celui du Parti conservateur, on ne va pas le nommer. Mais moi, je pense que ce qui est important de rappeler aux gens, c'est qu'il est essentiel de parler de dignité humaine. Il est essentiel de parler que les gens, dans quelque situation ils soient, méritent d'être testés avec respect, méritent d'être accompagnés. La stigmatisation liée à la pauvreté, à la toxicomanie, elle doit cesser. Nous avons tous une responsabilité. Oui, nous avons un défi social de cohabiter avec des gens qui sont dans le besoin et des gens qui sont dans le besoin et dans des situations difficiles. Mais nous avons tous le devoir de regarder au-delà des préjugés et comprendre que ces défis sont une question de santé et pas d'un choix. Soutenir ceux qui en ont besoin, c'est promouvoir la dignité et de le faire tous ensemble parce que collectivement, c'est un défi social qui nous appartient à tous de contribuer à y trouver des solutions. Alors, merci à tous. Julien, Dopamine.
Tu trouves ça mélangeant? Ça me mélange pas pendant... Ben, merci tout le monde. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à saluer là, les personnes présentes. Madame Sachs, merci d'être là. Madame Martinez-Ferrada, Soraya, merci. Monsieur Carman, Monsieur Baudry, Robert. Les gens du CIUS de l'Est, merci de nous accueillir ici. Mes collègues de travail là, qui vont faire visiter, entre autres, le véhicule par après. Martin, partenaire, merci beaucoup d'être là. Je suis très heureux et très fier de partager ces bonnes nouvelles aujourd'hui. L'ANIM existe depuis 1989. À ce moment-là, c'était une idée quelque peu, je dirais, farfelue, loufoque, de rejoindre particulièrement des jeunes à ce moment-là à l'aide d'une unité mobile. 35 ans plus tard, l'Anonyme, c'est 4 programmes d'intervention, c'est 75 employés et surtout, ce sont des dizaines de milliers de contacts effectués chaque année par, entre autres, des ateliers d'éducation à la sexualité, des interventions en cohabitation sociale dans l'espace public, puis même dans le cadre d'une maison de chambre là, où nous logeons des personnes qui seraient à la rue si c'était pas de ce lieu, dans Hochelaga Maisonneuve, entre autres. Pour ce qui est du programme d'intervention de proximité de l'Anonyme, il se compose d'une équipe d'intervention, environ 25 personnes, utilisant 3 véhicules pour rejoindre les personnes le jour, le soir et la nuit. Ce caractère mobile nous donne l'agilité nécessaire pour nous permettre de rejoindre des gens partout à Montréal, dans les quartiers centraux, mais aussi dans des quartiers plus excentrés où souvent les autres ressources peuvent être absentes. C'est sans compter qu'on est présent et présente toutes les nuits avec nos 3 véhicules, ce qui nous permet aussi de rejoindre des personnes souvent très isolées. D'ici la fin 2024, au terme de notre phase de développement, c'est bientôt, c'est la fin 2024, ce sera au total 224 heures d'intervention par semaine qui seront effectuées par cette équipe, entre autres par les personnes qui sont ici, à toute heure du jour et de la nuit. Le programme de financement sur l'usage et les dépendances aux substances, le PUDS, permet à l'Anonyme d'arriver à cette bonification des actions. Le mois dernier, on a parlé tantôt, on a inauguré notre nouvel autobus que vous voyez derrière moi. Le financement octroyé ici permet de fonctionner à plein régime, 4 soirs et 7 nuits par semaine, avec une équipe d'intervention complète pour intervenir, soutenir, référer et distribuer du matériel de protection aux personnes rencontrées. Grande nouveauté, en plus d'être complètement électrique, on a aussi aménagé un lieu d'injection, une salle d'inhalation dans notre véhicule, en plus de pouvoir y effectuer l'analyse de substances. Ces nouvelles possibilités d'intervention commandent bien évidemment du personnel accru afin de conserver les actions effectuées depuis le début des années 80 dans notre autobus, la fin des années 80, dans notre autobus, et c'est entre autres ce que le financement du PUDS nous permet. Bien avant la pandémie, l'Anonyme se déplaçait déjà sur appel. On répondait à ce moment-là à 800 appels chaque année environ. Aujourd'hui, c'est près de 8000 déplacements sur appel annuellement que nous effectuons. Le financement du PUDS, il nous permet de bonifier nos actions par la présence 7 nuits par semaine d'une équipe de travail à bord d'un autre véhicule, celui le plus petit juste ici. Donc, qui répond à des appels toute la nuit, sillonne la ville afin de distribuer du matériel de protection, d'effectuer certaines interventions de proximité, mais aussi d'aiguiller des personnes vers les ressources appropriées. Une des clés, probablement la plus importante pour pouvoir effectuer des interventions de qualité, c'est d'assurer du soutien aux équipes de travail, à toutes ces travailleuses et travailleurs qui sont confrontés quotidiennement à des situations vraiment très difficiles. Le PUDS permet à l'Anonyme de financer un poste de conseiller clinique afin de bonifier le soutien auprès des intervenantes et des intervenants et ainsi assurer notamment une rétention du personnel. Je termine en disant que ce financement est extrêmement structurant pour l'Anonyme par l'importance des sommes octroyées et aussi par la durée du financement. On l'a dit, c'est sur 4 ans. Il contribue à ce que nos équipes d'intervention aient des moyens supplémentaires pour favoriser l'amélioration de la qualité de vie des personnes rencontrées. Encore une fois, merci beaucoup pour ce financement-là, puis merci à tout le monde. Donc, plusieurs médias sur place. On a un micro à l'arrière. Je ne le vois pas. Ouais, il est juste là. OK. Super. Donc, on va se concentrer sur le sujet du jour pour ce qui est des questions dans le moment. Comme j'ai dit tantôt, on évacuera le reste en mêlée de presse par après. Simplement, vous identifiez votre nom avec votre affiliation médiatique. À qui est destinée la question? On va y aller avec une question de suivi. Annie Guillemette, Cogeco. Pas besoin de m'identifier. Oui, c'est ça. Dans le fond, j'ai dit ton nom. C'est Annie Guillemette. Bonjour à tout le monde. Monsieur Montreuil, vous avez parlé de vos employés. Vous avez parlé aussi d'une personne qui est là pour aider à garder leur sourire, on va dire ça comme ça. Je sais qu'il y a des organismes à Montréal qui, souvent, dans une semaine, peuvent pas ouvrir tel ou tel morceau de leur organisation parce qu'il manque de monde. Ça va comment chez vous? Puis peut-être que je pense que M.
de dopamine aussi, peut compléter, là. Comment ça va pour la rétention de personnel, l'embauche, puis est-ce que vous avez de l'argent pour les payer, ce monde-là? Premièrement, on a eu la situation, je dirais, là, pendant la pandémie, a été très, très difficile au niveau de non seulement de l'attraction, mais aussi de la rétention du personnel. Ça n'a vraiment pas été évident. Je pense que la situation s'est quelque peu améliorée. Ça reste que oui, on tente d'offrir toutes sortes de conditions, d'être très créatifs et créatifs dans les conditions qu'on offre aux personnes pour les garder, tout ça, puis pour les attirer et pour les garder chez nous. Je pense que le défi supplémentaire qu'on vit, c'est le travail de nuit. Donc ça, c'est vraiment pas évident. On a mis des bonifications, on a mis toutes sortes d'éléments à ce niveau-là pour s'assurer de garder notre monde. Prendre juste une petite pause. Oui. Prendre juste une petite pause. Désolé pour ce contretemps. Annie, on va pouvoir poursuivre avec la réponse. M. Montreuil? Oui, dans le fond, ce que je voulais juste ajouter, c'est qu'effectivement, il reste que le milieu communautaire est en sous-financement et ça, on le voit partout de manière, ça, faut le dire. Oui, les annonces comme aujourd'hui sont hyper importantes, mais ça reste que des manques à ce niveau-là. Puis on doit continuer à être mieux financé. Ça, c'est de manière, je dirais, structurante, de manière systémique, là, c'est ce qui se passe. En sous-question, toujours sur le même sujet, cette entente-là dure 4 ans. Oui. C'est comment mieux, ça, 4 ans? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est comment? Est-ce que ça améliore vraiment beaucoup? Ou parce qu'avant, M. Carman parlait d'une entente qui était de 2 ans en 2 ans. Mais ça donne de la prévisibilité, c'est clair. Ça permet justement d'avoir une vision à tout le monde à moyen terme dans le type d'intervention. En fait, c'est hyper positif, le fait de justement d'arriver à des ententes sur 4 ans. Des ententes sur 4 ans, les milieux communautaires, les organismes communautaires, on n'en a vraiment pas beaucoup. C'est souvent malheureusement des financements qui sont plus courts. Donc, un financement sur 4 ans, c'est ultra positif à ce niveau-là, oui. Merci. Merci. Prochaine question? Oui, M. le ministre? Puis surtout même, je dirais qu'avant, on ne pouvait pas financer les projets cliniques. C'est ça le gros changement. Avant, on finançait que le volet recherche. Là, on donne du volet clinique dans le réseau et aussi dans les organismes communautaires. Et nous, on a également investi quand même 36 millions de dollars sur les sites de consommation supervisés. Et nous aussi, encore une fois, gouvernement du Québec, on a vraiment visé les organismes communautaires. Andy? Andy Saint-André de TVA. Question pour M. Montreuil. On a parlé de cristalmètre, on a parlé de fentanyl. J'ai comme 2 questions en une question. Qu'est-ce qui circule vraiment dans nos rues en ce moment et qui ont des effets dévastateurs là, en termes de surdose? Peut-être nous donner le portrait. En ce cas, en termes de surdose, en termes d'intervention,
Est-ce que ce sont des cas plus lourds? Est-ce qu'on en a plus qu'avant? Parce que j'ai le communiqué, puis on parle d'une des pires crises de santé publique de l'histoire. Oui, ça fait longtemps qu'on en parle, mais concrètement sur le terrain, comment ça se matérialise? On parle clairement, il y a une augmentation du nombre de surdoses mortelles au Québec, à Montréal. Ça, c'est clair pour nous. On le voit, nos équipes le voient. Lorsqu'on a commencé nos services de consommation supervisés, donc en 2017, donc les premiers financements qu'on a eus, on gérait dans notre véhicule 2, 3, 4 surdoses par année. Donc, on n'était pas, c'était pas le même enjeu qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de surdoses par année que notre équipe gère. Et souvent, à l'intérieur de nos mobiles, mais souvent on se fait appeler à l'extérieur des mobiles. Notre équipe sort pour pouvoir aller intervenir auprès des personnes. Donc, vraiment, clairement, pour nous, il y a un enjeu majeur à ce niveau-là. Puis, le nombre de surdoses, on le voit dans les chiffres, fait seulement qu'augmenter le nombre de surdoses mortelles à Montréal et au Québec. L'autre élément que je voulais rajouter par rapport à ça, puis là, je suis en train de perdre le fil de mon idée. Vous êtes trop emballé. Oui, vraiment emballé, mais oui, tout à fait. Non, j'ai perdu votre question. Vous avez très bien répondu, en fait. Vous avez très bien répondu. Merci. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie, M. Montreuil. Soit une question pour M. Montreuil, mais j'aimerais peut-être entendre M. Carman à ce sujet-là. Madame Soraya Martinez-Ferrada, ou Ferrada-Martinez, vous avez parlé tantôt de cohabitation. Vous avez parlé de l'importance de la dignité, de ne pas déshumaniser. Donc, je pense que c'est hyper important. Par contre, il y a des gens qui se posent des questions et ces préoccupations-là sont légitimes. Je pense à certains quartiers à Montréal. Je pense, je vois M. Baudry devant moi, par exemple, le village, qui est plus le village là, que j'ai connu quand j'ai commencé à travailler il y a quelques années. Ça a complètement changé. Est-ce que, concrètement, c'est une question d'argent où les gens vont voir avec ces quelques dizaines de millions-là vraiment un changement aussi au niveau de la cohabitation? Vous le garantissez pas ça? Ben, ça prend plus que juste les sommes qui sont investies. Je vais te donner l'exemple de ce qu'on a fait pour la santé mentale, puis qu'on veut reproduire maintenant qu'on a du financement pour les services de toxicomanie plus robustes. Ce qu'on veut, c'est vraiment développer des endroits où on peut accepter les gens qui ont des problèmes de toxicomanie, leur donner des soins pendant une période plus prolongée, et par la suite, au lieu de les retourner à la rue ou leur donner une consultation vers les services en CLSC, les accompagner vers un autre point de service. Comme ça, on l'a établi avec Prisme en santé mentale, où ils passent 8 à 12 semaines dans un refuge, et par la suite ont de l'accompagnement en hébergement par Diogène ou Mission Bon Accueil vers du logement supervisé pendant une période de plus d'1 an. En toxicomanie, malheureusement, cette trajectoire n'existe pas encore. On va la développer et ça va inclure les urgences, les centres de réadaptation en dépendance, les CRD, les urgences dépendance que je parlais tantôt, les RHD ou les refuges, dépendamment de la problématique, et ensuite de l'accompagnement en logement. Donc ça, j'espère pouvoir le développer pour avoir cette trajectoire d'ici le printemps prochain. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Non? Oui. C'est donc ce qui met. Oui, on avait une autre question? Oui, pardon. Oui. Oui, il y en a d'autres aussi. Super. Oui. Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne. Monsieur Carman, juste pour faire une vérification, là, vous avez parlé de 25 en recherche, 75 en clinique. Ça donne à peu près 65 millions, ça. Est-ce que la totalité de ces sommes-là va aux organismes communautaires ou s'il y en a une portion qui est réservée pour l'administration, etc.? Je pense qu'il y a 1 effectivement qui est réservé pour l'administration, pour la gestion du projet. Là. Mais la majorité vont soit dans les organismes communautaires, soit dans le réseau. Il y a des institutions aussi qui vont relever leurs projets. Par exemple, c'est le CIUS de l'Outaouais qui va gérer l'urgence dépendance et le CRD, parce que les CRD sont des organismes du réseau. Donc, une partie de l'argent va dans le réseau de la santé également. OK, mais pour des projets qui sont cliniques, reliés, là, vraiment. Okay. Cliniques, vraiment, oui. Ma deuxième question, c'est que cette question-là est une question qui est une juridiction strictement provinciale. Ici, on a de l'argent fédéral qui est dédié. Clairement, là, cet argent-là doit servir, selon les critères du gouvernement fédéral, pour toxicologie et dépendance. Est-ce qu'il y a eu des difficultés à accepter du côté du gouvernement du Québec que Ottawa donne de l'argent et que cet argent-là soit déjà dédié, ce que habituellement le gouvernement du Québec accepte très mal? Mais quand on sait qu'on a un besoin, les discussions se sont bien déroulées. En plus, on a modifié le partenariat. Donc ça a été, je pense, une grande avancée également du côté fédéral qui nous ont permis de d'étendre de 2 ans à 4 ans. Ça, je ne peux pas le passer sous silence, là.
C'est ça qui permet d'offrir des services cliniques à la population. Et ça, c'est majeur. Parce que ça permet de la stabilité dans les ressources humaines, ça permet de développer des projets. Et ça, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus, sur le fait que le fédéral nous a donné cette latitude-là, que j'ai demandé à ma collègue et que nos fonctionnaires ont réussi à s'entendre là-dessus. Merci. Merci. Puis si je peux rajouter, M. Saint-Arnaud, c'est également le N3S et les différents CIUS qui se sont occupés de sélectionner tous les projets. Ça, je pense que c'est également digne de mention. Prochaine question? Bonjour, Taria Isri, Global News. This is on a separate topic, but for Madame Ferreira and Minister Sachs, do you feel comfortable sitting in caucus with colleagues? Pardon, est-ce que c'est une question sur l'annonce d'aujourd'hui? Is it a question on today's topic? Déjà sur le sujet du jour. We're going to do the scrums later. Yeah. Oui. I have a question about today, CBC. If Mr. Montreuil, could you tell me in English about the need for this, or some of the challenges that you meet? It could be somebody else if the English is not comfortable. Some of the challenges you meet, doing this job every day, or the need for this project. Voilà. I am looking for some English, though. Yeah. Okay. Okay. That's fine. Yeah, that's fine. Merci, Julien. As the minister who is working with organizations like L'Anonyme across the country, what we see happening to loved ones in our communities today is that there's an illicit toxic drug supply that is so deadly and so dangerous that without organizations like L'Anonyme doing the work every day in community, out on the streets, meeting people where they are at, to provide them with harm reduction, whether it's drug testing kits, whether it's getting them to a warm meal, getting that primary care that they need on the front lines, we would be losing more people. That's the bottom line. The work is challenging, it's complex, and it's not a 9-to-5 job. These are services that in an ideal world, we should be able to provide them 7 days a week, in the early hours of the day and late into the night, because people are truly struggling. But what we do know is without these services, people would be dying alone. What we don't recognize is that it's really easy to look away at someone who is unhoused and on the street, that their addiction may have gotten them there. But what we're also not realizing is that in households across this country and in Quebec, people are using at home and they're dying alone. So to know that there's a service like this in community that is moving around, that is mobile and meeting people where they're at, creating comfort, creating safety, and truly reducing stigma right now is critical. People need to know that they have somewhere to go, that someone will understand the struggles that they're having at that exact moment in real time, and getting them to the healthcare and services they need. Thank you. Next question. If I may add, the fact that you can call them, I would say that everybody who's using a new stash of drugs should be calling to test what they're using. Yeah. If you use something new, it's at your own life risk. Gareth Maddox-Jones from Global from City Youth. Monsieur Carmont, can you please give a comment on the service from L'Anonyme and some of the other programs that this funding will be helping people in Quebec and the Montreal area? So the fact that we're having funding from the federal government for 4 years, for the first time, enables us to provide funding to clinical projects, to services to the population, including through the organismes communautaires. And like L'Anonyme, what they'll be doing, it will be circulating in the streets of Montreal, not only the center of the city, but all around the city, to provide services, drug testing, giving tools, clean tools to people who want to use drugs, and as well as, when there's overdoses as well, providing with services in every region of the city. We have other projects which needs to be recognized, like in the Gatineau region, they'll be opening a new emergency room for dependencies and toxic episodes. And in the Montérégie, they'll be opening street services with doctors and medical teams to provide services in the community. So here we're having the ability to provide services out there in the community. And what needs to be done for me now in the next few months
is to link these services to what we have in the healthcare network, to make sure that people get accompanied from the emergency room all the way to these programs, and the end of it will be supervised lodging. And could you talk about the opioid crisis right now and how bad it's become in the last few years, based on talking to some of the health professionals? Yes, clearly every year we see an increase in the number of overdoses and deaths. We're working very hard at government to promote the use of naloxone and to have people equipped to prevent overdoses. What we need to do is to better organize services so we can get people stop using the drugs. We have to do everything together: safe consumption, but as well provide more services to send them, to have them free from these drugs. Next question. Je pense que c'est ce qui me fait la conférence de presse. Je vais remercier tout le monde de vous être déplacé. Demander ma question. On va aller en mêlée de presse après, madame. Ce sera pas long. Mais pourquoi? All right, so, vous préférez qu'on fasse ça là? OK, c'est bon. Parfait, c'est super. Okay. Ça vous convient? Est-ce que je vais prendre peut-être 5 minutes avec le ministre? Juste. Mais pourquoi? C'est bon. OK, parfait. C'est super. En français en premier. OK. Bon. Bonjour, Monsieur Carman. Bonjour. Merci de répondre à nos questions de Radio-Canada. Donc, c'est au sujet de Cité des Prairies. En fait, Absolument. pouvez-vous nous dire, depuis les allégations, tout ce qui est sorti dans les médias, pouvez-vous nous confirmer ce qui se passe actuellement à Cité des Prairies? Qui a été congédié? Qui a été suspendu? Est-ce que c'est une situation que vous suivez depuis longtemps? Parce qu'on rapporte des faits qui reviennent à 2007, 2016. Donc, voilà. J'ai été avisé de la situation la semaine dernière. Les gens qui avaient été impliqués avaient été suspendus et ou congédiés. Ce que j'ai demandé, c'est qu'en plus d'une enquête administrative, il y ait une enquête policière. Parce que ça, ce qu'ils ont fait, ces gens-là, c'est criminel. Et c'est important qu'il y ait une enquête et que les conséquences soient à la hauteur des gestes qui ont été commis. Je vais être très clair là-dessus. Qui a été congédié? Est-ce qu'on le sait? Non, ça, il faudrait vraiment demander au CIUS, mais les personnes qui ont été impliquées et identifiées, on m'a dit, ont été soit suspendues, soit congédiées. Il y a des faits qui remontent à 2007, 2016. C'est rapporté dans les médias. Vous, est-ce que vous confirmez ça? Est-ce qu'il y a d'autres vérifications que vous faites actuellement dans d'autres centres ou à Cité des Prairies, justement? Mais écoutez, c'est sûr que nous, ce qui était arrivé avant, moi, j'étais pas au gouvernement, là, mais c'est clair que c'est une situation qui est préoccupante. C'est clair que c'est une situation... En fait, l'abus sexuel par les personnes en pouvoir, là, c'est un problème qui dépasse la DPJ, là, et sur lequel il faut s'attarder de façon très sérieuse. Et s'il y a des gens qui sont au courant d'événements qui se passent ailleurs, c'est important qu'ils le disent. Et oui, des enquêtes auront lieu ailleurs si c'est requis. OK. Mais si je comprends bien, vous avez été briefé sur le sujet de Cité des Prairies seulement la semaine dernière. La semaine dernière qu'on a eu l'information, effectivement. Merci. Prochaine question. Monsieur Carman, toujours concernant la Cité des Prairies, est-ce que vous avez perdu le contrôle de votre réseau, comme l'a dit le Parti libéral? Non, on n'a pas perdu le contrôle du réseau. Ça, je tiens à le dire. La plupart des intervenants sont bienveillants, sont là pour les bonnes raisons. Maintenant, s'il y en a qui ne sont pas là pour des bonnes raisons, moi, je leur dis de réfléchir à leur avenir, puis c'est pas leur place d'être à la protection de la jeunesse. Je pense que c'est important que les gens se posent des questions. Et si que les gens connaissent des gens qui ont déjà fait des actes de ce genre, de nous aviser, et nous, on va s'occuper du reste. Comme ça durerait, restons conditionnels, depuis certaines années, est-ce que vous avez des informations entre vos mains actuellement qui vous laissent croire qu'il y a des gens qui ont failli à leur tâche, des gens qui n'ont pas donné de l'information nécessaire, des gens qui auraient dû parler, des gens qui avaient de l'information et qui en ont actuellement? C'est sous enquête. Je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais encore une fois, s'il y a des gens qui savent des choses, qui peuvent identifier des gens, je les invite à venir de l'avant. En d'autres mots, le ministre n'était pas content de lire ça, là, clairement. Ça lève le cœur. Il n'y a pas d'autre mot, là. Ça lève le cœur. L'abus sexuel par des personnes en pouvoir, là, c'est
intolérable, intolérable, dans tous les milieux. Merci. Merci. Prochaine question. Taria Isri, Global News. This is for Madame Ferreira and Ms. Sachs. Do you feel comfortable sitting in caucus with members who have publicly said the Prime Minister should quit? And how do you respond to the concerns from some of your colleagues that the Prime Minister did not spend enough time to reflect on questions about his leadership? So one thing I feel very comfortable in is that we're in a party that actually have that open conversations, which honestly, when you look at other parties, especially in the Conservative Party, that's not the case. Second of all, one thing that unites all caucus, is we're all there to beat Poilievre. And we are committed to a campaign that whenever it happens, we want to make sure that the Conservative parties will not be in government. And that we're united on that. Thirdly, the Prime Minister has made it very clear that he's going to run the next campaign. After that, my colleagues are, all united in the fact that, well, if he's going to go, we got to go. And we have to make sure that our campaign will be focused on making sure that we're giving the choices to Canadians in order to hopefully not vote for Conservative. Because we're going to go back on many progress that we have made. If you think that a Conservative Party would finance the crisis of opiate like we're doing today, it's a huge mistake. Si vous pensez que du début. Okay. Du début. You want to say something else in English? You're good? Okay. Une chose est certaine, moi je suis fière d'être dans un parti qui est capable d'avoir des conversations dans un caucus, des conversations difficiles, des conversations authentiques, et au bout du compte, réaliser tout le monde ensemble que la chose qui nous ennuie le plus, c'est qu'on veut tous battre Poilievre. Puis on veut tous s'assurer que le Parti conservateur ne sera pas au gouvernement. Parce qu'une chose est certaine, c'est que si le gouvernement conservateur était à Ottawa, des projets comme celui qu'on finance aujourd'hui ne seront pas financés. Des projets au niveau de services de garde à 10 $ partout au pays. Des assurances médicaments qui donnent la contraception gratuite, qui vont donner des médicaments de diabète gratuits. Lutter contre les changements climatiques. Alors, si on pense que le Parti conservateur va travailler sur les progrès socio-économiques qu'on a besoin, ben, c'est pas ça qui va arriver. Donc, l'unité du caucus est derrière le fait qu'on doit défendre les progrès sociaux qu'on a mis en place, puis s'assurer que le Parti conservateur ne sera pas au gouvernement. Maintenant, le premier ministre a été très clair, il va se présenter à la prochaine campagne. Maintenant, notre défi comme parti, oui, on a des choses à changer, sur notre campagne, être prêt, avoir les candidats, avoir le financement pour se battre contre une machine qui est une machine d'une montée de populisme qui vend en fait un gouvernement sous des slogans avec absolument rien derrière. Ms. Sachs, do you have any thoughts? Sure. Thank you for the question. What I will say is that the Liberal Party of Canada and the government of Canada today is a reflection of Canada, meaning the diversity of caucus and the voices that come to the table are important. This is where important conversations happen to really understand who we are as a country, but even more importantly, where are we going as a country? This is a government that over the duration of its mandate has made monumental changes to how we as a country are able to advance women, to ensure that families have the supports that they need. And as my colleague Soraya has said, announcements like today, $86.8 million in funding towards an overdose crisis of working hand in hand with provincial partners would not happen with the conservatives in power. So, over the course of this year, we are focused on the work that we need to do. And we have a team that is united in one clear point. We need to protect the progress that we have made for Canadians and for Quebecers and for this country. We need to continue to make the progress that we have committed to on the path of reconciliation in this country. And that is the work that we need to do, because that is the choice that Canadians will be faced with. As a woman,
and the mother to 2 daughters, I do not want my daughters to ever have to contemplate how they are going to get access to reproductive health care. These are the questions that we as a caucus are fighting for, because we know this is what we need to be focused on. We are united in that. The leader has committed to us and to Canadians that we will fight the next election together, and that is the only thing that we are focused on. Pierre Poilievre, Canadians deserve better than Pierre Poilievre. Canadians deserve better than polarized maple syrup MAGA from south of the border in this country. And that is what we are focused on. And a question for Madame Ferreira. The Bloc Québécois deadline is next Tuesday to begin discussions with other parties about toppling the government. Have the Liberals had talks with the Bloc about their demands, and what are your plans if this deadline comes and goes? So as a government, we have done many things on the supporting seniors. And one thing that I find really funny is that the Bloc has asked for a lot of things, but when it came to voting for bringing down the age of seniors from 67 to 65 on retirement, they voted against it. When we presented a program for dental care for seniors, they voted against it. So in many occasions, the Bloc had the chance to really support seniors, and they didn't do it on, I would say, political points. But the issue is that we will be there for seniors. We're there for supply management. We've been very clear on that too. And we'll work with all parties in Parliament. One thing that I would say is that thinking that the Bloc will impede the Conservatives to get into Ottawa, it's a mistake. It's very easy for a party to defend Quebecers. We are in our caucus, 35 Quebecers defending Quebec every day. But we're also in government, making sure that we're making announcements like we're doing today, and the Bloc will never be in government. So I think we'll work with the Parliament to make sure that we're continuing to give all the supports to seniors and making sure that we're defending the supply management, which are the two asks that the Bloc has made for Parliament. Prochaine question. Bonjour, M. Carman. Je reviens sur la question de Cité des Prairies. Si on prend du recul, on parle de 9 personnes qui sont là. Je vais faire un parallèle qui n'est pas de la même nature, mais qui illustre le même genre de problème, celui de l'école Bedford, où on parle d'une petite clique à l'intérieur. Dans les deux cas, il y a certainement des manquements du côté des gestionnaires. Est-ce que, de votre côté, dans tout ce qui est éducation, système de santé, etc., DPJ, est-ce que vous pensez qu'il y a un manque de formation du côté des gestionnaires pour gérer des situations où ce qui se passe à l'intérieur, on parle pas d'une personne. Quand on parle d'une personne, c'est une chose. Mais quand on parle de groupe de personnes, c'en est une toute autre. Et ça ne se passe pas sans que la direction soit au courant. On l'a vu dans le cas de l'école Bedford, puis on s'en doute du côté de Cité des Prairies aussi. Premièrement, il y a 2 gestionnaires qui ont été suspendus. Puis deuxièmement, moi, je vois pas comment de la formation peut expliquer ce manque qui est arrivé sur le terrain. Là. Écoutez, là, on parle d'abus sexuels par des personnes en autorité. C'est illégal, c'est inacceptable, ça se peut pas. Je veux dire, des gestes comme ça doit avoir des conséquences significatives. On va attendre la fin de l'enquête. Mais je pense que les gens qui font ça, ils détruisent la vie des jeunes, ils détruisent la vie de famille, puis ils doivent avoir des conséquences juridiques. Là. Ça finit là. Il n'y a pas de formation à savoir contre ça. Là. Tout le monde que vous croisez dans la rue savent très bien que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Moi, je pense qu'il y a un problème. Je pense que vous avez mal saisi le sens de ma question. Comment se fait-il que l'on puisse avoir des gestionnaires qui n'interviennent pas? Parce qu'on ne parle pas d'un phénomène isolé, on parle d'un phénomène de groupe à l'intérieur d'une institution. Pourquoi ils se ferment les yeux là-dessus? Exact. Mais ça, écoutez, ça, effectivement, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est pour ça qu'ils ont été suspendus. Et nous, on va attendre les conclusions de l'enquête pour voir qu'est-ce qui doit être fait.
Mais ça aussi, c'est inacceptable que les gens ferment les yeux sur des choses comme ça. Messieurs, dames, on va accélérer le pas. On va y aller avec une dernière question. Question for me. Well, I have a question in English for Mr. Kama. OK. As my colleague said, C'est déjà sensible. Allons-y, prenons le temps. okay, at least 9 cases were discovered so far at Cité des Prairies. Things that have been going on for many years, decades. Is there a systemic issue here? Well, what I said is that if people know of other situations like this, they need to come forward and let us know. Depending on what the inquiry will say, if we need to go further and look elsewhere, we will do it. Because this is something that I think is despicable. I think this destroys lives, and this cannot keep going on. Thank you. Monsieur Picardman, Ariane Kroll, La Presse. La commission Laurent avait suggéré de faire une grosse radiographie des pratiques dans les centres de réadaptation. Est-ce que ça s'impose actuellement avec ce qu'on voit? Puis d'ailleurs, est-ce que vous regardez d'autres centres actuellement suspectés? En fait, c'est passé sous le radar, mais cet été, la directrice nationale de la protection de la jeunesse a annoncé à la capitale nationale le grand chantier de révision des pratiques des centres jeunesse. Effectivement, nous, on l'avait mis dans la phase 2 à la fin de la phase 2, mais avec tout ce qu'on a entendu lors de la commission parlementaire sur le commissaire, on a décidé de l'accélérer et les travaux ont commencé. Donc, tout le monde va être amené à participer à ces grands travaux-là, parce que oui, il faut changer le modèle. Puis, tu sais, moi, ma vision, là, c'est qu'il faut limiter également les retraits. On est en train de déployer un programme qui s'appelle « Ma famille, ma communauté ». Ça va pas assez vite à mon goût, mais on a ajouté 16 sites de Ma famille, ma communauté. Ça, c'est des évaluations qu'on fait, toute la communauté, toute la famille ensemble, avant de retirer l'enfant de son milieu familial. Et dans 90% des cas et plus, on arrive à le maintenir avec le soutien de la communauté. Ça va éviter les dépassements, ça va permettre de désengorger les centres jeunesse, ça va permettre de limiter les choses. Donc oui, on est en action sur les pratiques en centre jeunesse. Tout le monde va venir nous partager leurs impressions, incluant les syndicats. J'ai insisté là-dessus. Et oui, il faut changer les choses en centre jeunesse, ça c'est sûr. À RDPU, actuellement, est-ce qu'il y a du soutien pour les victimes? Quel genre de soutien? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait donner lieu à des réclamations à l'IVAC, par exemple? Absolument. Je pense qu'il va falloir voir les résultats de l'enquête, mais il y a du soutien psychosocial qui est au personnel, parce que quand même la majorité du personnel ne sont pas impliqués là-dedans, au personnel, aux individus et aux familles. Absolument. Pouvez-vous nous préciser un peu quel genre de soutien on donne aux victimes qui peut-être ne se considèrent pas comme des victimes actuellement, malgré tout ce qu'on dit ici? Du soutien psychosocial, que ce soit psychologue ou travailleur social, ou toutes les personnes qui peuvent les aider à ce niveau-là. Bonjour, je vais faire ça très rapidement. Jessica Nadeau, Le Devoir. C'est pas le premier scandale sur les centres jeunesse. Il y en a plein ces jours-ci qui sortent. Comment on fait? Est-ce que les parents peuvent être inquiets? Comment vous faites pour rassurer? Qu'est-ce que vous dites aux parents qui doivent être inquiets? Est-ce que les parents peuvent encore avoir confiance quand leurs jeunes sont dans un centre jeunesse en ce moment au Québec? Mais encore, il faut dire que la majorité des intervenantes sont là pour les bonnes causes. Nous, on est en train de travailler sur le grand chantier de la pratique en centre jeunesse. On va modifier les choses. Puis aux parents, je leur dis que la plupart des gens sont là vraiment pour le bien de leurs enfants. C'est fondamental. Oui, mais il suffit d'un pour que ça gâche tout. Mais c'est ça. Donc, il faut que les gens viennent de l'avant et nous, on va faire ce qu'il faut pour retirer ces gens-là du réseau. Et ceux qui ne sont pas à leur place, qu'ils pensent à ce qu'ils font et qu'ils changent d'emploi. C'est important de se dire qu'on est là pour le bien de nos enfants. Et s'il faut investiguer d'autres centres jeunesse, on va le faire. A question, somebody asked in French just now whether you believe that more training is needed for administrators. Could I have that in English, please? For more training. I don't think that training is the reason why people, decide not to come out with these things. I think that we need the people who did not come forward with this. They've been suspended for now, and depending on the inquiry, we'll do what needs to be done. But training is not, I think, the issue here. This is unacceptable.
and nowhere should we see this type of behavior. And just on the same issue with Cité des Prairies, what is your government going to do in overseeing this situation? Well, inquiries are on the way. At the end of the inquiry, we'll have penalties. I don't think it's the right word, but we have, what needs to be done will be done at the level of the act that was committed. And do you have any comments on this actual situation in English that you can give us? What are your thoughts about what you've read and what you've been told? Well, what I've been told is despicable. I think that these people, and I insisted that that police be involved in the inquiry, and as I said before, what the penalties will be at the level of the severity of the act that was done. Sexual abuse of people in authority is unacceptable wherever it happens. Je pense que c'est ce qui m'a fait la conférence de presse. Je vais remercier à tout le monde de vous être déplacés. Merci aux médias. Merci Mme Sachs. Merci M. Carman. Merci Mme Soraya Martinez-Ferrada. Il y a une prise d'image et réponse aux questions des intervenantes de l'anonyme qui suit dans l'autobus en arrière. Merci beaucoup.